Monsieur le Président, nous venons d'entendre des reportages des médias concernant une attaque terroriste à la frontière à Niagara. Moi, j'ai dit hier qu'il y a eu des reportages médiatiques qu'un incident qui était présumé d'être terroriste a eu lieu à notre frontière. C'était CTV qui a fait un tweet indiquant que c'était présumé d'être terroriste. Le chef conservateur sur l'accident de voiture dans la région de Niagara Falls mercredi, qu'il a rapidement qualifié d'attaque terroriste aux communes, et sa défense le lendemain où il blâme le tweet d'un média. C'est une défense qui s'est avérée inexacte parce que le tweet en question avait été publié 15 minutes après la déclaration de Pierre Poilievre en Chambre. Est-ce que ce genre d'approche pourrait déplaire aux électeurs qu'il a réussi à attirer vers son parti depuis quelques mois? Voyons voir ce qu'en pensent mes collaborateurs. Alec Castonguay est animateur de Midi Info à Ici Première. Chantal est absente cette semaine. C'est Joyce Napier qui se joint à nous. Elle a été radio-canadienne pendant longtemps, jusqu'à tout récemment chef du bureau politique de CTV à Ottawa. Et Michel Séauger est analyste politique à La Presse et Radio-Canada. Bonjour à vous trois. Bonjour. 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 Je vais commencer avec vous, tiens, Joyce. Qu'est-ce que l'on comprend? Est-ce que c'est dangereux, ce genre d'attitude-là, de la part de M. Poilievre? Là, ce qu'on n'a pas vu, évidemment, c'est qu'il a eu un ton très dur en anglais quand on lui a posé la question. Il était visiblement pas content de se faire remettre en question comme ça. Est-ce que c'est dangereux pour lui? Ben, écoutez, alors, ça contredit un peu ce qu'il a essayé de faire cet été, c'est-à-dire de changer son image. Je ne sais pas si vous avez peut-être remarqué qu'il a enlevé ses lunettes. Ça y est, il a des lentilles. On ne lui reproche pas. Moi aussi, j'ai enlevé mes lunettes, j'ai des lentilles. Du gel dans les cheveux, il a enlevé sa cravate. Donc, si vous voulez une image un peu plus accessible, un peu plus douce, alors ça a un peu contredit cette image. Il s'est attaqué carrément à une jeune journaliste de la presse canadienne, lui disant « vous vous êtes trompé 3 fois dans un article ». Il a ensuite montré du doigt CTV qui, comme vous l'avez dit au début, en fait, n'avait même pas sorti en ligne ni son article, ni son tweet. Alors moi, j'ai une théorie, hein, Michel connaît mes théories, c'est qu'il écoutait Fox. Et c'est Fox, en fait, qui a eu la couverture la plus criarde et qui tout de suite a évoqué l'attentat terroriste. Et donc, il ne voulait pas dire en conférence de presse, je ne sais pas, moi j'ai écouté Fox, et puis Fox disait que. Donc, il monte du doigt CTV alors que c'était complètement faux. Ouais. Il faut aussi dire que M. Poilievre est le chef de l'opposition officielle de Sa Majesté le Roi. À ce titre, il a un bureau avec un personnel, il a des recherchistes qui parcourent tous les médias, alors que monsieur, il n'avait pas à se baser sur des reportages des médias, mais ses équipes à lui, qu'est-ce qu'ils lui disaient? Alors c'est ça qui est un peu étonnant. Est-ce qu'il a été pris en flagrant délit de mensonge ou est-ce qu'il s'est trompé, il a pris CTV pour Fox? C'est un peu fort, il s'est mis à attaquer encore une fois les journalistes, mais ça c'est son cheval de bataille, c'est son dada et ça marche avec sa base. Est-ce que ça va marcher justement avec les électeurs qu'il essaye d'attirer? Ça, c'est la grande question. Michel, c'est vrai qu'il avait fait beaucoup de travail de terrain cet été pour montrer son côté plus doux, plus... Est-ce que c'est contre-productif, ce genre de sortie-là, cette semaine? Oui, c'est contre-productif pour 2 raisons. D'abord, Joyce a tout à fait raison. Il ne voulait pas montrer qu'il écoutait Fox News. Il peut bien le dire, mais à la fin, c'est pas la source d'information la plus crédible, disons ça comme ça. Deuxièmement, s'attaquer à des journalistes, ça ne lui donne rien. Surtout dans cette situation-là, il était clairement dans le tort. C'est pas compliqué, là. Tout ce qui se retrouve sur le réseau social de M. Musk, qui a changé de nom, ça veut dire, c'est daté avec une heure très précise. Alors, c'était pas compliqué d'aller rechercher le premier tweet de CTV News sur la question. Alors, quand on peut se fâcher contre les journalistes, c'est de bonne guerre, et c'est très bien vu par la base conservatrice qui a élu M. Poilievre. Cela dit, quand on se fait prendre en flagrant délit de dire le contraire de la vérité, ça ne nous aide pas. Et ça, c'est ce qui fait le plus mal à la fin de la journée, c'est que M. Poilievre était prêt à mentir pour sauver les apparences. Ouais. Alec, il a de la difficulté, M. Poilievre, à marcher sur la peinture ou à admettre ses erreurs ou à revenir sur ses déclarations. Est-ce que c'est le genre de truc qui, en route vers la campagne électorale, la prochaine élection, pourrait lui nuire?
Ben, c'est que là, les gens vont se demander qui est le meilleur premier ministre. Pas seulement qui devrait être le chef conservateur, comme ses membres en l'ont choisi, mais est-ce qu'il est, puisqu'il est en avance dans les sondages, digne de la fonction? Or, se lever en chambre, parler d'attaque terroriste alors que rien ne le confirmait, ça fait pas très premier ministre. Enguirlander un ou une journaliste, même si les journalistes sont pas très populaires, soyons honnêtes, on est à peu près au même niveau que les politiciens dans l'opinion publique, ça fait quand même pas très premier ministre. Ça fait pas très « je suis capable d'assumer certaines de mes erreurs ou certaines de mes déclarations ». Et j'ajoute quelque chose cette semaine qui, je pense, fait en sorte qu'il y a eu une mauvaise semaine, Pierre Poilievre, c'est qu'il a menti dans le cas du tweet de CTV pour s'en sortir. Il a aussi menti concernant l'accord de libre-échange Canada-Ukraine, Ouais. où on dit que le Canada veut imposer la taxe sur le carbone à l'Ukraine. Il y a eu un vote en deuxième lecture en Chambre cette semaine. La plupart des conservateurs s'y sont opposés sous prétexte que le Canada, donc, voulait imposer à un pays en guerre, aux misères, une taxe sur le carbone, qui est le grand dada de Pierre Poilievre. Or, c'est complètement faux. Même l'Ukraine, par la voix de son ambassadeur, a dit non. On parle de lutter contre les changements climatiques. Ça fait partie des moyens, notamment en Europe, d'y arriver. Il n'y a personne qui nous impose rien. Donc, ce n'est pas vrai. Alors, ça fait 2 mensonges dans la même semaine pour essayer de marquer des points politiques ou alors se défendre. Ça non plus, ça ne fait pas très aspirant premier ministre. C'est ce genre de détails-là qui, pour cette semaine, je pense, ne feront pas d'effet particulier dans l'opinion publique. Mais si on commence à les accumuler, les gens vont se demander, c'est qui Pierre Poilievre? Celui qu'on a transformé, comme le dit Joyce, pendant l'été avec des belles images? Ou alors c'est celui qui ment en chambre, c'est celui qui ment devant les journalistes? Ça, à la longue, ça peut faire mal. Est-ce que les Michel, les libéraux, en tirent suffisamment avantage de ce genre de... Parce qu'on a... Les libéraux n'ont pas passé un automne particulièrement bon, là, entendons-nous. Et on leur a souvent reproché de ne pas se servir de ce genre de moment-là pour tenter de passer à l'attaque. Est-ce qu'ils s'en servent? Est-ce qu'ils font suffisamment d'efforts, d'après vous? C'est une arme à deux tranchants, ça. Si on se met à toujours renoter ce que l'adversaire fait, à un moment donné, on donne de la publicité à l'adversaire aussi. Ce qui s'est passé cette semaine par M. Poilievre, c'est une erreur qui n'a pas été causée par les autres, qui s'est imposée à lui-même. Alors, s'il tombe à terre à cause de cette erreur-là, laissez-le tomber. Ça n'a pas besoin de dire « Hey, il est tombé à terre ». Ça donne rien, ça. Évidemment, quand il y aura des choses qui seront plus difficile à prouver, ben à ce moment-là, on peut encourager un petit peu la théorie en disant, ben regardez, c'est comme la foi de l'Ukraine, c'est comme la foi de Niagara Falls. Mais quand on fait une erreur qu'on a fait soi-même puis que personne ne nous a aidés, ben on vit avec, puis l'autre côté fait juste le dire « Ah, regarde, c'est trompé ». Oui. Joyce, quand même, M. Trudeau, qui était à Saint-Jean-Terre-Neuve vendredi, a quand même fait un petit éto dans son discours pour souligner la question ukrainienne. C'est pas gêné là-dessus. Ben, c'est parce que c'était finalement très étonnant de la part des conservateurs. On aurait pu se demander au début, mais non, ils n'ont peut-être pas lu l'accord. Parce que, 2 choses. Depuis 2011, l'Ukraine a une taxe sur le carbone. Ouais. Okay? Donc, elle existe déjà. Elle n'avait pas été imposée par le Canada. C'est absurde de penser qu'un pays peut imposer à un autre pays ce genre en guerre, en plus. Donc, ça, c'était assez étonnant. Peut-être qu'ils ne le savaient pas. Est-ce que c'est parce qu'ils ne se sont pas penchés sur le document? Est-ce que c'est parce qu'ils savent que cette taxe carbone est impopulaire? Ils savent que les libéraux, on le sait, ont reculé sur la taxe carbone. Donc, et ça a profité aux conservateurs. Alors, est-ce qu'ils essayaient de continuer à surfer, si vous voulez, sur cette vague? C'est ça qui est un peu étonnant. Et M. Zelensky, il aimait cet accord. Alors, les conservateurs qui votent contre, c'est un peu un contresens. Alors, peut-être que Trudeau aurait voulu un vote, que toute la Chambre vote en faveur de cet accord. C'est ce qu'ils auraient souhaité, montrer l'appui du Canada. Un front commun, oui. Un front commun même par des adversaires politiques. Bon, ça n'a pas été le cas. Donc, est-ce qu'il a fait des points politiques cette semaine, Justin Trudeau? Et moi, je suis d'accord avec Michel. Quand ton adversaire est en train de se casser la figure, tu vas le laisser faire. Alec, le mot de la fin sur ce bloc. Est-ce que les libéraux
font les choses, se comportent comme ils devraient se comporter dans ce dossier-là. On attend, on met ça dans la petite poche en arrière, puis on les accumule jusqu'à ce qu'on en ait besoin, c'est ça? Oui, puis on les ressort dans des publicités soigneusement choisies au bon moment. Peut-être qu'on emmagasine des munitions du côté des libéraux. Je sais qu'il y a des libéraux qui trouvaient que leur chef n'était pas suffisamment énergique pour relever les erreurs de Pierre Poilievre et les grossièretés qu'il dit. Alors, il a peut-être fait un petit détour là, à Terre-Neuve pour leur montrer qu'il avait encore un côté un peu combatif. Mais je pense qu'en général, étant donné que les libéraux gouvernent, plutôt que de faire de la politique partisane, un peu comme en campagne électorale où on se reproche ci ou ça, ils sont mieux de parler par les gestes. Là. Ils sont mieux d'essayer de poser des gestes pour être capable de satisfaire la population sur différents fronts, logement, inflation, etc., plutôt que d'attaquer Pierre Poilievre, ou alors le souligner un peu plus subtilement, comme on le fait à Terre-Neuve. Pas besoin de faire de grandes envolées. Mais dans le dosage, je suis d'accord avec Michel, là, c'est quelque chose qui est assez délicat. Non. On change de dossier. On va se à Québec parce qu'il y en a un autre. M. Poilievre n'a peut-être pas eu la meilleure semaine au monde, mais il y en a un autre qui n'a pas eu une bonne semaine. C'est François Legault, qui est en plein milieu d'un conflit avec les syndiqués du secteur public et qui, par-dessus tout ça, a de bien mauvais sondages. Michel, qu'est-ce qu'on doit comprendre de la façon dont M. Legault gère tout ça? Bon, les sondages, c'est une chose. Après, il y a toute la question des conventions collectives qui doivent être renouvelées. Vous tirez quoi à tout ça? Quand on est un gouvernement populiste, il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers et il ne faut pas penser que les recettes qui marchaient il y a 2 ans marchent encore aujourd'hui parce que les gens, à un moment donné, voient le truc. Et c'est ça qui est le problème de M. Legault actuellement, c'est que les gens voient que c'est très populiste son affaire, c'est pour plaire à des segments très ciblés de la population et la quintessence de ça, c'est le 7 millions pour amener les Kings de Los Angeles jouer 2 parties sans importance à Québec. Ce qui est troublant là-dedans, c'est qu'il n'y a personne au bureau du premier ministre qui a une certaine influence, qui a levé la main, qui a dit « Hey, on ne fait pas ça, ça n'a pas d'allure, ça ne marchera pas. » Alors, ça donne un peu le type de gouvernance qui s'est installé chez M. Legault. Peu de gens ont accès au premier ministre. C'est pas mal toujours le même monde autour de la même machine à café là, qui ont un accès concret et fréquent au premier ministre. Et bien ça vient avec le risque que des histoires comme ça viennent le hanter. Et d'autre part, c'est le plus mauvais timing possible, alors que non seulement on est en pleine négociation du Front commun, mais il y a des sondages qui disent que 7 Québécois sur 10 qui sont d'accord avec le Front commun. On a un mini-budget qui dit on n'a pas d'argent, on n'a même pas d'argent pour... On va finir par le combler, là, mais on n'avait pas d'argent dans le budget pour donner aux banques alimentaires. Puis après ça, on est capable d'amener les Kings pour 2 soirs à Québec. Ça colle pas et c'est un manque de cohérence, mais un manque de cohérence qui est tellement flagrant qui fait très mal. Ouais. Alec, vous en avez abondamment parlé à votre émission cette semaine du conflit dans le secteur public. Quel gros bout du bâton, d'après vous? Pour l'instant, ce sont les syndiqués. Ce sont les syndiqués parce que la grogne envers le gouvernement est assez forte. En fait, la grogne envers tous les gouvernements occidentaux et démocratiques de la planète est très forte, pour plusieurs raisons. L'économie ralentit en raison de la hausse des taux d'intérêt, l'inflation est forte. On est dans une espèce d'exaspération post-pandémique. Les gouvernements qu'on a trouvés si puissants, si agiles, capables d'innovation en quelques mois pendant la pandémie ont l'air d'être incapables de résoudre le moindre problème dans les services publics, là, que ce soit à Québec ou à Ottawa. Donc, les gens sont dans une ambiance un peu fâchée, colérique. Puis là, en plus, là, vous ajoutez au Québec 600 000 personnes et leurs familles qui ne sont pas de bonne humeur parce que ça ne fonctionne pas bien avec le gouvernement. Fait que c'est clair que l'atmosphère, elle est quand même lourde. Donc, les gens ont tendance à se ranger du côté de ceux qui s'opposent au gouvernement. Pour l'instant, en plus, c'est que les gens comprennent que l'inflation est élevée, puis qu'il faut donner plus de services publics, il faut recruter du monde, puis en pénurie de main-d'œuvre, avoir des conditions de travail attrayantes. Ça, c'est au début. Mais à un moment donné, évidemment, plus ça s'étire, plus les gens vont regarder un peu plus en détail, plus ils vont avoir des impacts dans leur quotidien, leur rendez-vous médical va être reporté, ne pourront pas se faire opérer comme prévu, leur médecin de famille, il n'y aura pas d'infirmière pour faire le triage, ils ne pourront pas se rendre là. Bon, les enfants à la maison, en télétravail. Une semaine, on les amène au travail, c'est chouette, on présente nos enfants à nos collègues. Là, on est en grève générale illimitée pour la FAE. Là. Ça veut dire qu'on a des jours et des jours où, à un moment donné, ça va être plus lourd à la maison. Alors, plus ça va s'étirer, je pense que ça pourrait s'effriter. Mais pour l'instant, dans ce bras de fer-là, c'est clairement du côté
des syndicats qu'on mène. Mais, comme je dis, plus ça s'étire, plus il faudra voir à quel point le gouvernement ne va pas être capable d'en tirer peut-être un peu plus de tirant d'eau. Bon. Joyce, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. J'aurais voulu vous entendre là-dessus, mais on va vous réinviter une autre fois, je vous le promets. Alec, Joyce, Michel, merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ottawa veut bannir l'importation d'un produit rare et controversé. On vous dit lequel après la pause.